Donc là, voilà, énorme. alors, c'est ce qu'on appelle un hit. L'Articodin, franchement, bonne pioche, 30 balles. 2022, une carte Pikachu Illustrator PSA 10 se vend pour 4,5 millions d'euros. Le PWCC 500, l'indice qui suit les performances des cartes Pokémon, affiche un rendement qui est 94% supérieur au S&P 500 sur les 10 dernières années. Assistons-nous à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs ou au contraire à l'explosion d'une bulle spéculative? Dans ce Finari Talk, j'ai demandé à Alexandre Boissneau, responsable des cartes à collectionner chez eBay France et lui-même investisseur depuis 20 ans, on peut réussir en investissement en Pokémon sans être passionné, oui ou non? Salut Alexandre. Salut Mounir, comment ça va? Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été un sujet clé dans mon enfance. Mais à l'époque, c'est vrai que j'aurais jamais dit que ça pourrait devenir un sujet de l'investissement. Pour remettre en contexte, Pokémon, aujourd'hui, c'est 147 milliards de revenus cumulés. C'est la franchise la plus rentable de l'histoire. Quand on pense aux franchises, on pense à Star Wars, c'est plus rentable Pokémon. On pense à Marvel, on pense à Hello Kitty. Si on met les trois ensemble, Pokémon, c'est plus gros. C'est fou. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose, d'ailleurs, tu nous as ramené des cartes, un bout de carton va valoir plus qu'un appartement par moment. Est-ce que, du coup, on est en train d'assister à une vraie bulle spéculative ou, au contraire, à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs? Alors pour moi, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement Pokémon, ça a 30 ans. Ça couvre en fait 3 générations différentes, que ce soit notre génération qui sont dans les années 90, les années 2000 qui ont grandi avec d'autres franchises de Pokémon, voire même dans la cour de récré actuellement, c'est encore la folie. J'ai un petit neveu qui a 4 ans, c'est la folie des cartes Pokémon. Je lui ramène des cartes, que ce soit des cartes comme ça, hyper rares, voire, vu qu'il a 4 ans, des petits paquets comme ça, c'est la folie. Donc déjà, c'est quelque chose, une franchise qui est intergénérationnelle. Ce qui est intéressant de voir, en fait, tu l'as dit, donc c'est la franchise la plus rentable de tous les temps. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Et au contraire, on peut déjà, si on prend des comparables, en fait. Ce qui est intéressant, c'est Pokémon, donc c'est massif. Si on va aux États-Unis, il y a encore plus massif, c'est les cartes de sport. Pokémon, en fait, c'est rien par rapport aux cartes de sport. Les cartes de baseball, de baseball, de basket, etc., etc. Les cartes de sport, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Le record mondial des cartes de sport, on ne parle pas de 100 000 euros, on ne parle pas d'1 million d'euros, mais on parle de dizaines de millions d'euros. Donc, déjà, si on prend ça en comparable, on peut se dire que les cartes Pokémon ont potentiellement en fait, un plafond qui est assez élevé. D'autre part, en fait, ce qui est intéressant, je pense, en particulier sur ces cartes Pokémon, c'est que le marché actuel, en France, 8% des adultes collectionnent activement. Ça fait plusieurs millions de personnes. 8% des adultes 8% des adultes collectionnent des cartes Pokémon. Les cartes à jouer et collectionner, et en particulier les cartes Pokémon. Donc, c'est massif, c'est plusieurs millions de personnes en France. Ce qui est intéressant également, c'est que ces adultes-là, une grosse partie est rentrée dans les cartes Pokémon au moment du Covid. Donc, c'est des jeunes collectionneurs qui ont potentiellement, derrière, une collection qui va se valoriser avec le temps, qui va s'étoffer, etc. Les adultes qui collectionnent dépensent plus de 100 € par mois dans les cartes Pokémon. Et on a récemment fait une enquête eBay, IFOP. La valeur moyenne des collections des Français est passée de 2 500 € en 2021 à plus de 3 500 aujourd'hui. Plus 25% en 4 ans. Et on imagine que ça va encore accélérer. Donc, les cartes Pokémon, il y a déjà des comparables qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a également, donc en fait, un marché trigénérationnel, on va dire, des jeunes actifs qui collectionnent, qui étoffent leur collection, et puis ces jeunes actifs, en fait, vont continuer à amasser du pouvoir d'achat et des collections et des collections. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on est face à, en fait, on peut parler de bulles selon les moments, mais en fait, quand on regarde la tendance à long terme, c'est une tendance qui est porteuse. C'est d'ailleurs pour ça, un élément aussi qui ne trompe pas, c'est quand il y a des grosses machines comme eBay, où on investit, on est présent, on sponsorise des conventions, on rachète des entreprises aux États-Unis comme TCG Player, comme Goldin, on s'allie avec des sociétés de certification, de gradation comme ça aussi, c'est des grosses machines qui se mettent en place. Il y a tous les services qui se lancent. Donc c'est vraiment un écosystème qui est en train de se lancer, qui est en train de devenir de plus en plus mature, avec des services de plus en plus performants.
Donc tout ça fait dire que c'est pas éphémère. Donc c'est une vraie classe d'actifs. Tu l'as dit, il y a plusieurs générations. Il y a aussi un phénomène qui est assez nouveau et je dois dire que moi, ça m'a assez surpris. C'est les célébrités qui exhibent leurs cartes Pokémon un peu comme avant on exhibait sa Rolex, sa Ferrari. Et je me souviens notamment de Logan Paul qui avait, c'était un Dracofeu, ou je ne sais pas ce que c'était, mais autour du cou, c'était une carte hyper rare, j'imagine. C'est quoi l'effet que ça a eu sur les collectionneurs, sur les prix aussi? Justement, la carte de Logan Paul, c'est celle-ci. En anglais, bien sûr, dans un état mieux que celle-là. Je n'ai pas une carte à 300 000 euros dans les mains, malheureusement, celle-ci n'en vaut que 7-8 000. Que 7-8 000 quand même. Que 7-8 000. restons modestes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, en fait, avec l'effet Logan Paul, c'est que il a acheté ce Dracofeu, le Dracofeu en question, en 2020-2021. En fait, si on revient juste quelques mois en arrière, Pokémon, en fait, le boom qu'on a connu, ça, c'est venu des États-Unis, c'est ce que j'appelle, moi, The Perfect Storm, la tempête parfaite. Et en fait, c'est une combinaison de 4 facteurs qui a permis ce décollage fulgurant. Le premier facteur, donc, c'était le Covid, la pandémie. Les gens étaient coincés chez eux. Les gens, justement, une partie de leur épargne, ne dépensaient pas d'essence. Il y avait beaucoup d'épargne disponible. Ouais. Beaucoup d'épargne disponible. Encore plus, en fait, aux États-Unis, puisque les Américains ont reçu des stimulus chèques, donc qui leur permettaient de recevoir 2-3 000 euros comme ça. Donc certains ont investi d'ailleurs en Bitcoin. Certains ont investi en Bitcoin. Et inversement, en fait, les gens qui avaient investi en Bitcoin à l'époque, qui étaient plutôt, on va dire, geeks, entre guillemets, quelles étaient leurs passions pendant l'enfance? C'était les cartes Pokémon, c'est les cartes Magic. Voilà. Donc en fait, on a vu aussi toute une partie de crypto-millionnaires qui ont cash out en crypto pour investir, pour acheter en fait dans les cartes. Ça a commencé à faire normalement. Ensuite, Logan Paul est arrivé, effectivement, et donc a pris le Dracofeu, a fait de la pub, etc. Ça a été l'étincelle, en fait, qui a transformé un actif, ou en tout cas une collection niche, en un actif mass market. Donc ça a démarré là. Logan Paul a vraiment insufflé cette tendance au niveau mondial. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on observe, c'est que j'ai envie de dire que Pokémon n'a plus besoin des célébrités, des influenceurs, pour être poussé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en France, on a Michou, on a Big Flo et Oli, etc., qui ouvrent parfois des cartes Pokémon, qui se montrent avec des cartes Pokémon, etc. Mais finalement, c'est plus eux qui vont pousser le marché. Le marché est déjà devenu mainstream. Le marché Pokémon, aujourd'hui en France, on sait que c'est les jeunes, principalement des jeunes hommes en fait qui jouent à ça. Le vrai game changer en fait sur Pokémon, qui pourrait arriver grâce aux influenceurs, grâce aux célébrités, c'est quoi? C'est par exemple Dua Lipa qui commence à collectionner les cartes Pokémon et qui les montre à, son sac à main comme les Labubu par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dua Lipa, c'est une femme. Et en fait, aujourd'hui, ce qui manque à Pokémon, enfin en tout cas, un des prochains réseaux de croissance qu'on pourrait imaginer, c'est les femmes. S'il y a bien une grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'éducation financière. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, investir en crypto-monnaie et en assurance vie. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Qu'est-ce qui finalement pourrait annoncer la fin d'un cycle haussier ? C'est quoi les facteurs que toi t'observes pour te dire, tiens, le marché là, il est en surchauffe? Une trop forte hausse, tout simplement en fait, une trop forte hausse. C'est assez basique. Alors là actuellement, justement, tu m'invites au bon moment parce qu'on est vraiment sur un marché qui est extrêmement porteur. En fait, on a eu la sortie de Pokémon TCG Pocket sur application l'année dernière. C'est l'application la plus rentable de tous les temps, la plus téléchargée, etc. Après Pokémon Go qui date de 2016 d'ailleurs. Dont on se souvient qui avait fait qui avait déclenché des émeutes, c'était assez dingue aussi. Exactement, tout à fait. Il y avait encore des émeutes dans les magasins. Enfin, c'est des scènes surréalistes en fait pour des cartes Pokémon. Enfin, on se parle de bouts de papier encore une fois, effectivement. Donc il y a eu TCG Pocket qui est sorti, ça a commencé à mettre un petit coup d'accélérateur. Il y a eu une série extrêmement populaire qui est sortie avec très peu de stock, donc forcément joué dans les magasins, FOMO, achat, revente, etc. Et ensuite, Pokémon, ça date de 1996, on est en 2025.
février prochain, c'est les 30 ans de Pokémon. Et donc, je pense qu'il y a une anticipation sur ça. Et donc, en fait, le marché est en train de chauffer, voire peut-être surchauffer, en anticipation de ces 30 ans. Et là où j'ai un peu peur, c'est que peut-être que si tout le monde anticipe, finalement, personne n'anticipe. Et mon pressentiment, c'est qu'en fait, on voit une telle explosion incohérente presque sur le prix de certaines cartes. Des cartes qui valaient 100 € en France, un Magikarp. Je l'avais tiré en convention, justement, je l'avais distribué aux personnes qui venaient sur le stand. À l'époque, ça valait 100 €. Maintenant, ça en vaut 1500. Donc, je pense que j'ai fait un heureux. Mais voilà, en tout cas, sur une série récente, quand on voit une carte qui passe de 100 à 1500 en un an, ça interroge. Ça interroge. Qu'il y ait des tendances naturelles, des inflations, etc. Par exemple, le Dracofeu, ici présent, entre 2019 et 2024, il a fait x16. Mais bon, on se parle d'un actif, en fait, et qui a connu la Pokémania, le Perfect Storm, quand j'en parlais. Donc, x16, c'est pas non plus trop déconnant. Et sur un actif qui est méga rare. Qui est aussi hyper et qui est iconique. Quoi. Qui est iconique, voilà. C'est les 150 milliards de dollars depuis la création. Les gens se représentent celui-là, en fait. C'est pas le dernier Magikarp qui est sorti. Sur la même période, Apple, donc ça, le Dracofeu a fait x16, Apple a fait x4. Ça reste dans des dimensions qui sont cohérentes. Un Magikarp, une carte récente qui passe de 100 à 1500, ça interroge. Ça questionne. Donc, je pense que le marché, les investisseurs, etc., sont surexcités à l'approche des 30 ans, mais peut-être surestiment l'impact des 30 ans sur le marché des cartes Pokémon. Puisqu'en fait, le Perfect Storm dont on a parlé à l'époque, les conditions aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, j'ai peur qu'on... Voilà. Ça reste intéressant d'investir dans des classes d'actifs. Voilà. Là, le marché aujourd'hui est quand même bien haut. Donc, attention. Ça me fait penser à un parallèle en crypto. On dit « buy the rumor, sell the news ». Achète la rumeur, vends l'information. Là, c'est un peu ce que tu décris. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Justement, je voudrais qu'on creuse ça. Ouais. Tu l'as dit, c'est une franchise qui a 30 ans. Moi, j'étais dans la cour de récré, j'ai joué aux cartes. J'ai eu cette carte, d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, en allemand. Évidemment, je n'avais aucune idée que ça allait valoir quelque chose, puisque à l'époque, on l'avait dans tous les decks que tu achetais au supermarché pour... Je sais plus, ça coûtait 15 €. Enfin, c'était pas des euros, c'était des marques. En tout cas, pour moi. C'est une franchise qui a vraiment... qui est là depuis longtemps. Et, tu l'as dit, hyper rentable sur plusieurs supports. Du coup, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais investi, mais que ça intéresse, c'est quoi tes conseils pour se lancer intelligemment? Pour commencer à investir aujourd'hui dans les cartes Pokémon, en fait, va falloir s'intéresser. En fait, c'est un peu comme tout. Il va falloir s'intéresser peut-être aux franchises, aux différentes époques des cartes Pokémon, aux différentes franchises qui sortent, aux différents niveaux de rareté, etc., etc. Il y a quelque chose qui est assez simple, en fait, sur les cartes Pokémon, c'est qu'en fait, chaque carte a, par exemple ici, donc, un titre, et un numéro d'édition. Donc là, par exemple, Dracofeu, 4 sur 102. Vous pouvez aller sur eBay, déjà taper vente réussie, vente terminée, et regarder le Dracofeu 4 sur 102 pour voir, en fait, quels ont été les vrais prix de marché de vente. Sur d'autres sites, on peut afficher des prix folkloriques, c'est pas pour autant que ça va se vendre. Sur eBay, en fait, on peut voir la cote des cartes, en fait. Il n'y a pas d'Argus, mais il y a en fait des prix de vente réussie, vente terminée. Donc ça, déjà, on peut se renseigner comme ça. On peut se renseigner, si ça date, on peut remonter sur les 90 derniers jours assez facilement. On peut regarder les prix de vente en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc déjà, ça permet de voir un peu l'évolution. L'autre chose sur les cartes Pokémon, pour essayer de se repérer un peu, ça va être forcément de se renseigner peut-être sur, je sais pas, en regardant des influenceurs sur Instagram, des influenceurs sur YouTube, sur d'autres médias, qui présenteront en fait des courbes, des graphes d'évolution à plus ou moins long terme. Donc on peut voir ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est l'évolution, pas, encore une fois, by the rumor, en fait. C'est, voilà, quand quelqu'un dit qu'il faut acheter quelque chose, généralement, c'est trop tard. Et il en est déjà en stock. Bon. Donc, attention à tout ça. Regardez, en fait, le cours des cartes. Est-ce qu'on est sur un cycle très haussier ou pas? En fait, Pokémon, c'est comme la bourse, en fait. Ça évoluera dans le temps, sans doute de manière positive. Attention, toutefois, à pas acheter dans un moment qui est trop shiny, justement. Après, ce qui est bien avec Pokémon, en fait, c'est qu'on peut investir, acheter de différentes façons pour compléter une collection. Et généralement, d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que les collectionneurs vont avoir tendance à acheter, revendre des cartes pour racheter derrière d'autres cartes. Donc, en fait, mécaniquement, collectionneurs, investisseurs, quand on parle de la collection, on investit, en fait, invariablement. C'est d'ailleurs les meilleurs
à mon sens, les meilleurs investisseurs dans les actifs de ce type, c'est les collectionneurs. Parce qu'en fait, bien ils sont là sûr, par passion. bien évidemment. Ils sont pas là pour faire un gain et pour ressortir. Et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que par passion, en fait, on accumule et on accumule et on accumule une connaissance du marché. Inversement, les investisseurs vont se prendre aussi de passion. Parce qu'en fait, à un moment, il faut s'y intéresser. Et quand on s'y intéresse, on s'y passionne. En fait, on va dire, ce qui est aussi sympa dans Pokémon et dans les cartes à jouer collectionnées, c'est qu'en fait, il y a plusieurs modules d'actifs, on va dire. Il y a ce qu'on appelle donc les cartes à l'unité, comme celle-là, par exemple, qu'on peut faire. Ça, c'est une carte, ce serait le marché secondaire, en fait. Le marché secondaire, exactement. Une carte, on va dire, vintage ou ancienne. Alors, celle-là est récente. Celle-là est plus ancienne. Celle-là date de 1999, celle-là de 2024. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces cartes-là sont sous boîtier. C'est ce qu'on appelle des cartes gradées. Elles ont été certifiées par une société, donc ici PSA, partenaire d'eBay et leader dans le monde sur les gradations de cartes, qui lui attribue une note entre 1 et 10. Donc ça peut aussi aider à renseigner avant un potentiel achat pour voir les potentielles performances de telle ou telle carte dans le temps. Ce qu'on observe, c'est que généralement, c'est les cartes qui ont 10 sur 10, donc la note maximale, qui vont driver le plus de croissance dans le temps. La note, elle est définie par la qualité de la carte. C'est quoi qui va faire que ça, c'est un 9,5 par exemple et pas un 10, le Dracofeu? À l'œil nu, vous le verrez pas. Mais moi, je sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé que ce soit un 10. Non, alors en fait, il y a 4 critères de notation pour attribuer une note. Il y a déjà la surface, donc voir est-ce que la carte a des défauts de surface, des petits dings, comme ça, des petits pets, en fait, comme on appelle ça en anglais. Après, donc, on va noter aussi les bords. Est-ce qu'il y a des défauts de bord? Est-ce qu'elle a été touchée, manipulée, etc. Les coins. Et ensuite, ce qu'on appelle le centering. Donc, en fait, ça, on ne le maîtrise pas sur le marché secondaire, mais ça dépend en fait de la coupe de la carte dans l'usine. Et donc, il y a des cartes qui ont des centering parfaits et d'autres qui ont des centering imparfaits. Donc là, par exemple, celle-ci, on voit que le centering la carte est un peu décentrée. Elle a une note de 9,5 sur 10, ce qui est parfait, mais voilà, parfait n'est pas la perfection. Après, voilà, donc il y a d'autres cartes. Voilà, celle-ci a eu 10 sur 10, elle date de 1999. Celle-ci aussi date de 1999, mais elle n'a eu que 5 sur 10, parce que celle-ci a été jouée au Japon, sans doute, par des gosses à l'époque, et qui le regrettent sans doute amèrement maintenant, puisque cette carte en état parfait vaut plusieurs centaines d'euros. Maintenant, en fait, avec la note de 5 sur 10, elle vaut quelques dizaines d'euros. Est-ce que les cartes par pays ont des valeurs différentes? Là, on a des cartes françaises, japonaises, tu l'as dit. Les cartes par pays ont des valeurs différentes pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est le tirage, en fait, de la carte. Les cartes japonaises sont très fortement imprimées. Les cartes en anglais également. En français, un peu moins. En anglais, un peu moins. En néerlandais, par exemple, encore moins. Donc, il y a déjà un numéro d'exemplaires qui est un numéro d'impression, un nombre d'impressions. Les deux autres facteurs, c'est également le marché adressable. Donc les cartes en japonais s'adressent à tout le monde. Les cartes en anglais s'adressent à tous les marchés anglophones. Les cartes en français, ça va être un peu galère à les vendre en dehors de France. Le dernier point peut-être, c'est également, on en parlait tout à l'heure, sur certaines cartes en particulier, il y a la découpe en usine, il y a la qualité des cartes de manière générale. Et donc en fait, il y a certaines cartes où il existe très peu d'exemplaires avec une note parfaite. Parce que les découpes sont mauvaises, parce que la qualité d'impression est mauvaise, etc. Et donc ça va driver un premium. Un dernier point aussi, il y a le prix en fait, sur le marché primaire des paquets. En français, donc, ce booster, ce paquet de cartes Pokémon vaut environ 7 €. En japonais, ça vaut 1,50 €. En anglais, ça vaut 5 €. Donc mécaniquement, plus le prix sur le marché primaire est élevé, plus le prix sur le marché secondaire aura tendance à être élevé. Et ce qui fait que cette carte-ci en japonais vaut 1 000 €, en anglais, elle aurait valu 3 000 – 4 000. Ce qui fait que cette carte-là, en japonais, je l'ai payée 500 €. En français, elle en vaut 2 000. Très clair. Alexandre, je propose d'ouvrir un booster, justement, parce que là, tu m'en as mis plein sous les yeux. Je me dis, peut-être que la fortune est au bout du booster. Donc, comment ça se passe, une ouverture de booster? Tu as dit que tout à l'heure, tu en faisais durant des événements. On peut faire un petit box break battle. Allez. C'est marque déposée.
Box White Battle. Box Break Battle. Box Break Battle, pardon. C'est quelque chose que j'adore faire en fait lors des événements parce qu'on peut ouvrir des paquets, bien sûr, chacun dans son coin. Mais ce qui est bien, c'est j'aime le défi. Je suis un ancien champion de France Magic. Pas de Pokémon, mais Magic. Mais bon, j'aime quand même le défi avec les cartes. Donc, on va faire ce qu'on appelle un Box Break Battle. Et vous pourrez en faire si vous venez sur les stands eBay lors des événements. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre la carte du... Voilà. On va révéler les cartes une par une en partant du bas. Ok, donc la carte d'en bas. Voilà, la carte d'en bas. Et donc, celui qui a l'attaque ici, donc le chiffre ici le plus élevé dans le paquet, gagne. Donc, part de tout en bas. Ouais, pardon, je suis parti de tout en haut. De tout en haut, ouais. Donc là, tu peux partir de tout en bas. Donc là, pour l'instant, j'ai 20. Moi, j'ai 10. Donc tu as 10. Je vais la montrer à la caméra. Tu as 10. Et moi, j'ai 20, donc la caméra... J'ai un Terracool. Voilà, vous pouvez vérifier. Je ne triche pas avec mon Voltorb. Et donc, en fait, on va révéler les cartes comme ça une par une. Donc là, j'ai encore 20, malheureusement. Encore 20. Moi, j'ai, tu vas me dire... 40. Alors là c'est toi qui mènes. Là, c'est toi qui mènes pour l'instant. Donc 50. Donc, je vais devoir au moins 50. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai 30. Ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas. Ouais, ça ne remonte pas. J'ai 30 encore. Hop. Voilà. Moi, j'ai un... T'as 10 pour l'instant. Donc là, encore je batte 40. Non, il faut que je batte 40. Hein. C'est le plus élevé dans le paquet. Okay. Donc c'est 40 que je dois battre. Là. Donc là, tu as une carte qui m'a l'air un peu spéciale. Ça vaut rien. Ça vaut littéralement 0. Ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que j'ai? Et là, tu as 50. Donc j'ai 50. T'es sur une trend inarrêtable. Voilà. Moi... Ah, pas mal. Là, c'est... 60. Voilà, 60. Alors là, tu as un peu la pression. J'ai un peu la pression, mais je pense pouvoir... 80. Je pense pouvoir rebondir. Voilà, je me pardon. C'est l'émotion. Je laisse la rage. Voilà. Là, 50, il me semble. Là, un dresseur. Donc ça vaut rien. Bon, ça vaut rien. Une petite frappe. Voilà. Alors, là, on va... Aïe. 160. 160. Donc là, ça va commencer à devenir intéressant. Là, il va falloir... 160. Il va falloir être très solide dans la tête. Je me prends une balayette. Voilà. Un Alors, Gandex. à Yu-Gi-Oh! Donc, un autre jeu de cartes, on parle de l'âme des cartes. Je ne sais pas si ça va pouvoir t'aider. Pas mal, je crois, 160. 160, ouais, j'appuie. Ça fait mal. J'enfonce le clou. Ah, donc là, tu commences à avoir des cartes reverse, donc des cartes brillantes. Voilà. Donc là, ça commence à être intéressant au niveau de la valeur. Avant, c'était le fun. Maintenant, on commence à parler pépette. Voilà. Là, avec 60. Elle est belle, celle-là. Elle brille, voilà, donc une... Bon, c'est toujours comme ça dans les decks, dans les boosters, tu as toujours des cartes qui brillent à la fin. Tout à fait. Et là, potentiellement, tu peux avoir des cartes qui valent encore plus cher, et c'est notamment sur l'avant-dernière carte, donc ça, c'est une carte énergie qui vaut rien. Sur cette carte-là, on peut potentiellement avoir des cartes qui valent cher. Ok, donc c'est là où... Normalement, c'est pas celle-là, mais c'est celle d'après. Ok, donc moi, j'ai genre le sac de Nabil, voilà, bon. Okay, très bien. Quelque chose qui ne te sert à rien. Quelque chose qui me sert absolument à rien. Voilà. Et donc là, c'est la carte rare. Donc moi, tu vois qu'elle brille, en fait, un peu sur les côtés. Mais tu peux avoir des cartes, et je vais te montrer avant qu'on la tire, des cartes peut-être ultra rares, ou en fait comme celle-là, qui vont avoir en fait du relief aussi sur la carte et qui là peuvent valoir cher. Ok. Donc là potentiellement, tu peux avoir une carte à 200 €, 300 € ou rien du tout. Que tu m'offriras ou pas. Que je t'offrirai. Que j'offrirai à un des abonnés de la chaîne. Et voilà. Donc là, voilà. Alors là déjà, c'est ce qu'on appelle un hit. Donc c'est une carte qui est plutôt sympa, qui est très belle et qui a une attaque de 300. Non, 300. Donc, mécaniquement, voilà. Donc, les Box Break Battle, comment ça se termine? Si jamais tu gagnes mon booster, ton booster et un badge. Donc, j'ai pas de badge de champion ici. Voilà. Si j'avais gagné, tu serais juste reparti avec ton booster. Et donc là, en fait, tu as un Dratak X. Donc, c'est une carte qui est plus rare, en fait, que les autres. On voit d'ailleurs sur le relief, sur le reflet. Qui est beaucoup plus travaillé. Voilà. Alors, au niveau de la valeur, j'ai pas les codes sur moi, mais du coup, comme je t'ai dit, tu pourras aller sur eBay, donc taper Dratak X 114 sur 159 ici, pour trouver la valeur de la carte et voir si ça vaut le coup. Tiens, je peux te donner ça, donc tu peux la mettre du coup dans un... Vas-y. Voilà, donc j'ai sorti un sleeve, un protège carte, ça s'appelle, donc on en fait des customisés. L'idée, c'est vraiment de la garder, cette carte-là. On va voir combien est-ce qu'elle vaut, mais dans l'idée, si c'est une carte qui vaut cher, protège-la, garde-la. Et ensuite, tu pourras l'envoyer, si tu le souhaites, à une entreprise de certification de gradation, comme j'ai dit. Imaginons là, ce Dracofeu-là, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il valait 300, 400 €. Si tu le sors de booster, comme ça, si tu avais sorti le booster aujourd'hui, ça vaut peut-être 150, 200 €. Le fait de la faire certifier et qu'elle ait une très bonne note multiplie sa valeur. Donc ça peut aller à 300 € comme ça. Si elle avait eu 10 sur 10, celle-ci aurait valu 500 €. Donc, protège-les, garde-les bien au chaud, et ensuite, tu pourras les faire garder.
Et tu penses, et donc ça coûte combien de faire une gradation comme ça? Donc de faire une gradation, alors ça va dépendre en fait des sociétés de gradation. Nous, on travaille avec PSA, donc qui est aux États-Unis, qui est la référence en la matière. Grader une carte chez PSA, donc ça va coûter une vingtaine d'euros pour les cartes qui valent peu cher. Après, PSA assure l'étiquette, on va dire, donc pour vérifier, c'est pas une, enfin, en tout cas, assure la carte qui est à l'intérieur du boîtier. Ça va coûter, au-delà d'un certain montant, des frais un peu variables. Donc sur une carte, par exemple, qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros, la gradation va passer à plusieurs milliers d'euros. Après, il y a des exemples de sociétés françaises, je n'ai pas là, mais il y a en France aussi, le marché de la gradation s'est fortement développé avec des acteurs parfois plus ou moins sérieux, mais en tout cas, des sociétés très sérieuses. Je vais en citer 3 pour faire la part belle aux sociétés qui font ça bien chez nous. Il y a donc historiquement un leader qui s'appelle PCA, donc là c'est PSA, PCA. Société de gradation, c'est des acronymes à chaque fois, c'est très compliqué de s'y retrouver. Donc il y a PCA, il y a CCC qui fait aussi un très bon travail, avec notamment justement des sous-notes en fait, pour voir la note au centrage, la note sur les coins, la note sur les surfaces. Les différentes catégories, enfin les exactement, différentes composantes. Pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu cette note. Et ensuite, il y a un autre acteur qui s'appelle Collectora, qui propose en fait de personnaliser aussi les étiquettes. Donc c'est-à-dire que là, sur ce Dracofeu-là, par exemple, sur la carte Collectora, on aurait eu une étiquette d'une couleur qui fait référence au Dracofeu. Il y en a un peu donc pour tous les goûts, pour tous les types de collections, pour tous les types de collectionneurs. Après, voilà, si on vise quelque chose de purement investissement, plus-value, etc., la référence en la matière, c'est les Américains, c'est PSA. Donc, une carte en Dracofeu 10, par exemple, chez PSA, ça vaudra 500, 600, 700 euros. Chez les sociétés françaises, ça coûtera un petit peu moins cher. Si je veux, du coup, me lancer, tu m'as convaincu. Déjà, est-ce que je vais sur le marché primaire ou je vais sur le marché secondaire? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, faudra distinguer aussi vintage ou récent. Et j'ai envie de te dire que faut peut-être pas m'écouter. Si tu veux investir, si tu veux acheter pour ta collection ou pour dans une vision de cash out, donc tu peux acheter ou bien du vintage ou du récent, et ou bien du primaire, donc du marché, du produit scellé, ou des cartes limitées, du secondaire. Mes convictions à moi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le marché primaire, il y a énormément d'impressions. C'est des produits qui sont finalement assez communs. Les cartes comme ça, en fait, on appelle le pop report, en fait. Le nombre de cartes qui ont eu PSA 9 de Dracofeu comme ça, il y en a des milliers sans doute. Le nombre de cartes en 9,5 comme ça se compte en plusieurs centaines. Donc, les gens aujourd'hui savent que ces boîtes-là sont des investissements potentiels, savent que les cartes, il faut les grader, il faut les certifier, etc. Donc finalement, c'est pas rare ça. C'est pas rare. Après, là où je dis qu'il faut peut-être pas m'écouter, c'est qu'il y a quelques temps, il y a 2 ans, il y avait une édition qui s'appelait Évolution Céleste sur Pokémon. J'ai discuté avec un de mes vendeurs qui me disait qu'il avait acheté une palette entière, ou je sais pas, 30, 40 boîtes, voilà, 200 € l'unité. Je disais, mais t'es complètement malade, c'est du récent, ça vaut rien, ça vaudra rien, etc. Aujourd'hui, la palette qu'il a dû acheter 4-5 000 €, ça doit en valoir 100 000, voilà. Donc bon, voilà, moi entre-temps, j'ai acheté ce Dracofeu-là, j'ai dû payer 3-4 000, ça en vaut 5-6 000 maintenant. Donc, ce qui est étonnant en fait avec Pokémon, c'est que c'est assez irrationnel, c'est que je trouve. Les gens ont un terme en anglais qui s'appelle hoarding. Donc en fait, ils vont dans les magasins, ils achètent des palettes et des palettes et des palettes entières, ils les stockent chez eux. L'accumulation. Donc, en fait, une accumulation. Et je pense qu'il y a des stocks récents qui sont massifs de partout. Par contre, les gens sur Pokémon sont aussi irrationnels puisqu'ils craquent des boîtes. Et donc ils les achètent, ils les ouvrent. Donc finalement, moi j'aurais tendance à dire, va plutôt sur du vintage. Les stocks sont finis. Pour certains, en fait, on sait qu'il y aura plus d'autres collections comme ça. Après, encore une fois, le vintage, c'est bien pour nous deux qui avons 30 ans. On est là, on connaît ça nous parle. Après, tous les nouveaux collectionneurs qui sont rentrés avec la série 151, par exemple, c'est eux. Ça, c'est leur Graal à eux. Donc, en fait, dans 10 ans, dans 15 ans, quand en fait, les gens qui ont 10 ans, 15 ans aujourd'hui auront un pouvoir d'achat dans leur tête, Ils penseront à ça. Ils penseront à ça. Ils penseront pas à ça.
C'est une information à garder en tête. C'est une information à aussi garder en tête. Et encore une fois, ça valait 100 € il y a un an. J'aurais dit, vous êtes complètement malade d'acheter ça à 100 €. Achetez plutôt, voilà, économisez plutôt pour acheter ça. Ça, c'est fait x3. En un an, ça fait x1,5. Donc pour l'instant, j'ai tort à peu près sur toute la ligne. On va voir ce que l'avenir me dit. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est quelque chose qui est sûr. Ça, c'est l'icône de Pokémon. C'est quelque chose d'emblématique. C'est un peu comme je sais pas, on pourrait prendre un exemple sur le premier Superman, Action Comics #1 qui est sorti. Ça me parle, je collectionne absolument pas les comics. Ça me parle, je vois l'étiquette, je vois ça. Ça vaut des millions d'euros. Et ça continuera à valoir des millions d'euros. Les comics des années 90, ça vaut absolument rien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut absolument éviter ? Oui. Alors, erreur à absolument éviter, c'est déjà, d'acheter sans se renseigner, sur des sites peu fiables. Vous oubliez. Une affaire qui est trop bonne pour être vraie, c'est qu'elle est trop bonne pour être vraie. Vous oubliez. Acheter avec des produits scellés potentiellement remis en main propre, sans garantie, sans passer par des plateformes. eBay, nous, on propose 30 jours pour se rétracter, pour renvoyer une garantie client, une garantie acheteur. Ça, c'est méga important. Ce qu'il faut éviter, c'est aussi faire trop confiance sans se renseigner, etc. Donc, il y a eu énormément de scams dans Pokémon, des gens qui achetaient des précommandes, des choses comme ça. Et puis, forcément, c'est des Ponzi, ça, c'est... Voilà. C'est compliqué. Donc, pareil, un autre piège à éviter, mais c'est comme tout asset, c'est quand l'asset a fait x10 en un an. Il y a un proverbe, un dicton que j'aime dire souvent, c'est « Leave the next 10% to the next person ». Donc, en fait, si tu as cette carte-là, tu l'as payé 3 000, c'est passé en un an de 3 000 à 10 000, tu t'en fous espère pas que ça passe à 11 000, liquide là. Tu prends ton bénéfice parce que derrière, ça risque de rechuter. Alors, certes, dans le temps, ça augmentera, mais vaut mieux vendre quand c'est le bull run et racheter quand c'est le bear. Donc, pour reprendre des exemples de crypto-monnaies, encore une fois, j'aime bien dire d'ailleurs que tu vois, les cryptos, le bitcoin, c'est le nouvel or. Les cartes, c'est les nouveaux tableaux, les nouveaux monnaies, Van Gogh et ça. C'est un peu comme un tableau, en fait. Finalement, les gens les exposent chez eux, ça prend moins de place et ça résiste plus au temps. Et justement, si je vends, ouais. Je vais réaliser une plus-value. Ouais. J'espère. Ouais, on va dire que j'ai bien investi. Ouais. Comment ça se passe niveau fiscalité ? Alors, fiscalité, je pense que chaque situation est un peu différente. Moi, ce que je peux te parler, c'est de mon business un peu à moi. Donc, ce que je fais en fait, c'est... Alors, j'ai monté ça avec des potes à l'époque. C'est qu'en fait, on a monté des scrappers pour aller aspirer les prix d'achat-revente en Europe et aux États-Unis. Les scrappers, c'est des petits robots qui vont aspirer les prix. Voilà. Donc, on va scanner les prix, on va scanner eBay, on va scanner d'autres concurrents. On va aspirer les prix, puis voir les opportunités d'arbitrage entre l'Europe et les États-Unis. Donc, je sais que telle carte-là, voilà, celle-là, par exemple, j'ai acheté aux États-Unis. J'ai acheté aux États-Unis à 2 000, 2 500 € parce que je savais qu'en France, elle en valait 4 000, 5 000. Donc, je fais ça, j'achète les cartes. Bon, ça arrive, je paye les douanes, bien sûr, il faut le prendre en compte. Moi, du coup, vu que j'ai une activité d'achat-revente assez intensive, on va dire, je me suis mis en auto-entreprise pour éviter des problèmes fiscaux. Auto-entreprise, comment ça marche, en fait, et mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, je suis taxé sur le chiffre d'affaires que je réalise. Les entreprises sont généralement taxées sur le bénéfice, je suis taxé sur le chiffre d'affaires. Donc, imaginons cette carte-là, je vais dire une bêtise, je la vends 10 000 €, je vais payer une première partie sur le chiffre d'affaires de base, donc service, donc 10%. Imaginons celle-là, je la vends à 10 000 €, je vais payer 1 000 €, 10% du prix de vente à l'URSSAF, et ensuite, je vais être taxé sur ma tranche marginale d'imposition. Sans doute, à la fin, parce que j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, à la fin, ça va me coûter 2 500 € au total de vendre cette carte. Plus potentiellement les frais des plateformes, soit eBay ou autre. Sur eBay, voilà, pour les cartes qui valent cher comme ça, en particulier, je vais avoir 3-4% de frais. Donc, on additionne tout ça, on arrive grosso modo à 30% de frais. La flat tax. Une flat tax, voilà. Oui, exactement. Bon, après, en l'occurrence, vu que c'est de l'arbitrage, etc., donc on inclut ça aussi dans les calculs de marge. Et donc, cette carte-là que j'ai achetée à 2 000, si je la revends à 5 000, ça me fait quand même une belle plus-value de 1 500 €, voilà, net. Est-ce que, en plus du fait de mettre la carte sous scellé, il y a d'autres choses à mettre en place pour les conserver dans un état optimal ? Ça a l'air d'être quand même une clé importante en termes de cote. Oui, tout à fait. Alors, il y a conserver dans un état optimal. Donc, les produits scellés, bien sûr, ne les ouvrez pas.
ne jouez pas avec au football, gardez-les, vous pouvez les mettre sous plexiglas, etc. Les cartes, pareil, donc gradez-les, mettez-les pas au soleil. Parce que, en fait, justement, on peut abîmer. La seule façon d'abîmer une carte qui est gradée, c'est de la mettre au soleil. Et en fait, une fois qu'elle est au soleil, elle perd quasiment toute sa valeur. Bon, les conserver, à l'ombre. Après, il y a de plus en plus, en fait, des questions sur, justement, vu que ça, en fait, ça vaut méga cher. Et donc, en fait, les tableaux, on les met pas forcément chez soi, on les met dans des coffres, en fait, dans des vaults, dans des choses comme ça. Donc, de plus en plus, en fait, je me pose la question, ces cartes-là, par exemple, qui vaut 5-6 000 euros, qu'est-ce qu'elle fait chez moi, en fait, dans mon placard? Il faut que je la mette en banque, en fait. Et il faut aussi que je l'assure. Je ne sais pas si tu te rappelles les feux en Californie cette année. Il y a eu un incendie de palissade à Hollywood, etc. Oui. Et en fait, il y a un collectionneur de cartes Pokémon, mais aussi de tableaux, de pop culture, etc. Sa baraque a pris feu. Tout a été perdu. Et il estimait ça à plusieurs millions, dizaines de millions de dollars de valeur, de cartes cramées. Heureusement pour lui, il avait pris une assurance quelques mois avant. Donc, il faut, à mon avis, se prémunir, en fait, de ce risque-là, incendie, inondation, cambriolage, etc., etc. Donc, en fait, assurer ses assets comme on assure, en fait, des meubles, des bibelots, des montres, des voitures, etc. Parce que sinon, d'autant plus qu'en fait, la plupart des cartes, en fait, on les a achetées quand on était jeune, on n'a pas de facture, on n'a pas de récépissé, on n'a pas de... voilà. Donc, en fait, il faut les protéger, il faut les stocker en banque, ou alors, il y a des services qui s'appellent des vaults, en fait, qui se lancent, un peu comme le système des ports francs dans le marché de l'art. Typiquement, aux États-Unis, les cartes en anglais, on a donc notre partenaire PSA. Quand on les achète sur eBay.com, on peut les envoyer directement au coffre-fort PSA. Donc en fait, c'est stocké là-bas, c'est assuré, et en plus on économise 10%, puisque aux États-Unis, il y a 10% de taxes quand on achète des biens en ligne. Ça évite aussi de les rapatrier en France. Donc en fait, on peut faire un investissement sur le marché américain, sur des objets physiques, et les laisser directement là-bas, dans le vault, et c'est assuré. Moi, par exemple, j'achète énormément de cartes aux États-Unis que je laisse dans des coffres-forts, là-bas, et quand j'en ai besoin, je peux les importer en France. Mais c'est à moi et c'est dans des coffres-forts aux États-Unis. En plus, j'imagine, quand tu revends, c'est beaucoup plus simple puisque ils ont déjà le stock. C'est instantané. C'est très plaisant. C'est très plaisant. Et pareil, alors, un des gros problèmes quand on revend des cartes, c'est que parce que justement, on parlait d'acheter, mais il faut aussi faire une stratégie de sortie. Bien sûr. Parce que, et c'est bien de se dire que ça vaut 5 000 euros ou 10 000 euros, je sais pas quoi. Mais derrière, en fait, donc quand on achète une carte, déjà, il faut réceptionner, il faut stocker, il faut assurer. Et quand on revend, en fait, il faut prendre en compte qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins liquides. Et c'est pas parce que cette carte-là a été vendue à 7 000 euros que j'arriverai à trouver quelqu'un à 7 000 euros instantanément. Bien sûr, eBay donne de la visibilité, les autres marketplaces aussi. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, quelle est la stratégie de sortie aussi? Combien de temps est-ce que je vais le garder, ce truc? Parce que je peux le garder indéfiniment, en fait. Il faut aussi avoir une stratégie de sortie. Et pareil, où est-ce qu'on va revendre ça? Alors, il y a le système sur eBay, par exemple, des prix fixes. J'ai un Black Lotus, une autre carte, ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai en prix fixe. Bon. Il y a le système des enchères aussi, mais du coup, on ne maîtrise pas les prix de vente. Il y a le système des consignations. Il y a des vendeurs qui peuvent nous vendre pour nous, mais qui prennent aussi une part. Après, il y a peut-être le système aussi des ventes aux enchères, mais il faut laisser les objets, des maisons de vente, mais il faut laisser les objets 6 mois à l'avance, etc. Donc, finalement, c'est simple d'acheter. C'est cool de regarder les charts qui montent, mais derrière, en fait, il y a des taxes. Il y a la flat tax, comme on disait, en tout cas, les taxes d'auto-entreprise ou autres. Et puis, il y a aussi, on n'est pas certain non plus du prix de vente. Et c'est pas instantané non plus. Donc, c'est pas comme la bourse. Faut garder ça en tête. C'est un actif physique. Ça se rapproche beaucoup plus, en fait, du marché de l'art que des cryptos ou que la bourse. Le point de la liquidité, je pense qu'il est important. Ouais. Du coup, peut-être pour clôturer, toi, comment tu décides si tu vas garder une carte sur le long terme ou si au contraire, tu es là pour faire un coup quelque part, la garder 12 mois et puis derrière la revendre pour faire autre chose? Alors moi, en fait, de base, j'achète via arbitrage. Donc c'est-à-dire, en fait, si j'achète une carte, je l'achète en dessous de la valeur du marché. Via notamment ce que tu as décrit. Exactement. Après, voilà. Donc il y a des cartes, en fait, que je garde parce que le temps que j'allais les récupérer, ou j'ai fait un particulièrement bon deal, et je suis assez confiant aussi dans l'évolution du marché. Quand j'ai acheté elle, le marché n'était pas aussi haut qu'aujourd'hui. Là, actuellement, je cherche à la vendre. Il y a Logan Paul, d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent, Logan Paul qui a acheté un Pikachu Illustrator, donc une carte, la plus chère carte Pokémon au monde. Il l'a acheté 5,3 millions de dollars en 2021. Il cherche à la vendre. À combien? Il ne l'a pas dit.
Je pense que les prix seront confidentiels avant la vente. Et tu penses que ça sera un multiple de combien par rapport à son prix d'achat? Bonne question. J'ai pas envie de dire des conneries. Après, c'est le problème, c'est qu'en fait, Logan Paul est pas la personne... Enfin, peut avoir aussi des casseroles ou des polémiques ou des choses comme ça. Les Pikachu Illustrator, en fait, ont eu tendance à diminuer un peu de valeur. Après, voilà, qui, dans les influenceurs, dans les célébrités, a le portefeuille pour mettre 10 millions, par exemple, dedans? Je sais pas. Là, en fait, on est un peu en territoire inconnu. Il faudrait ou bien des collectionneurs de sports cards, ou bien des fonds d'investissement qui vont aller dedans. Et ça, c'est assez aléatoire, en fait, pour dire. Mais en tout cas, la carte est unique. Théoriquement, ça peut valoir 10 millions, ça peut valoir 20 millions, comme ça peut valoir 2 millions. Voilà. C'est un peu le loto. Bah, sur les cartes comme ça, oui. Et je suis, en fait, dire un chiffre en disant, annoncer, oui, ça vaut 20 millions, etc. Pour dire 20 millions, j'en sais rien, en fait. Et personne n'en sait rien. Et j'espère que pour lui, que Logan Paul, ça vaudra 20 millions. Ça peut valoir moins. On verra. Moi, mes stratégies sorties, pour revenir à la question initiale, j'observe quand même le marché. En fait, de base, la carte, j'achète à 300. Sur le marché français, je sais qu'elle vaut 400, 450. Donc, je vais la mettre à 400, 450. Si le marché baisse, bah, je maintiens un peu mon prix parce que je sais que dans le temps, en fait, je suis pas pressé pour vendre. Donc, je sais que dans le temps, ça remontera. Si un jour, je suis vraiment pressé pour acheter un appart ou autre, je liquiderai en enchère. Sinon, voilà, si je vois que les cotes augmentent, bah, j'augmente mécaniquement mon prix de vente. Donc, tout ça pour me fier un peu aux cotes. Typiquement, cette carte-là, je l'ai achetée à 2000. Là, elle est à 6, 7000, 8000 sur eBay, je ne sais plus exactement. On se rapproche en fait du prix de vente où là, elle va devenir liquide. Donc, c'est un peu comme ça que je la fais, c'est un peu par arbitrage. Donc, quelque part, tu réalises ta plus-value à l'achat, en fait. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Ou en tout cas, je minimise mes pertes dès l'achat puisque je peux directement liquider en fait en ayant une plus-value. Et les arbitrages, c'est systématiquement entre l'Europe et les États-Unis? Non, pas forcément. Bah, en fait, c'est à partir du moment... En fait, ce qui est intéressant avec Pokémon, c'est qu'on est sur un marché qui est non régulé, avec des asymétries d'information, en fait. C'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, l'asymétrie d'information que j'utilise, c'est en fait sur la quantité de cartes qui existent. C'est impossible de suivre 50 000 cartes ou je sais pas quoi partout dans le monde, sauf avec des robots. Donc, je le fais comme ça. C'est mon asymétrie d'information que j'utilise. Il y a d'autres gens qui utilisent des insider information, peut-être. Je sais pas. Il y a d'autres gens qui utilisent peut-être du pump and dump. Donc, en fait, ils ont une influence et ils pumpent des produits avant de les revendre. Il y a toutes sortes d'asymétries d'information qui existent. Moi, c'est purement sur ça. J'attrape les données publiques, je les compare, et voilà. Après, je pense qu'un autre point d'arbitrage, donc je disais, moi, j'arbitre entre deux continents, en fait, pour justement, sur des cartes vintage aux États-Unis en français, ou des cartes japonaises, justement, qui sont disponibles partout dans le monde. Une autre façon d'arbitrer, c'est aussi entre plateformes, en fait. Il y a des coûts à faire, même à l'intérieur d'une plateforme. En fait, on peut voilà, avoir des vendeurs particuliers qui ne regardent pas forcément la cote des cartes ou qui ne s'y connaissent pas forcément. Sur eBay, il y a toujours des coûts à faire. C'est-à-dire, on regarde les nouveaux objets, en particulier des vendeurs particuliers. Madame Michu qui retrouve les cartes de son gosse, qui les met en vente. On peut aussi aller en vide-grenier. On peut aller acheter peut-être sur d'autres marketplaces ou autres, ou sur eBay pour revendre ailleurs. Donc, en fait, c'est un marché non régulé, donc en fait, il y a énormément d'asymétrie d'information de partout pour faire des arbitrages. Ça, il faut avoir peut-être la technologie, le temps et l'expertise pour s'y pencher. Pour quelqu'un qui n'est pas un expert absolu comme tu l'es, quelle part de son patrimoine il pourrait allouer aux cartes Pokémon? Alors, déjà, il faut s'y connaître. Après, encore une fois, c'est pas l'investissement le plus facile. Sur le papier, oui, c'est plus rentable que la bourse. C'est le Dracofeu. Entre 2019 et 2024, a fait x16, Apple a fait x4. Si on remonte sur le plus long terme, en fait, sur le long terme, le Dracofeu, sur les 10 dernières années, a dû faire x60. Apple a fait, je sais pas, x10, par exemple. Si on remonte encore sur 30 ans, le Black Lotus, une carte Magic, par exemple, a fait x500. Le Nasdaq a fait peut-être x16. Bon, bref, sur le papier, oui, c'est très bien. Après, encore une fois, il faut avoir une stratégie de sortie, etc. Moi, alors, théoriquement, en fait, je vais parler de mon cas, en fait, et mon problème à moi.
C'est qu'en fait, actuellement, mon patrimoine, c'est quoi? Donc j'ai un appart que j'ai acheté, j'ai en location, j'ai un prêt, que j'ai commencé à rembourser. J'ai une part de cash sur mon compte en banque, une part d'actions eBay, bien sûr, puis aussi un plan d'épargne. Et derrière, j'ai Beaucoup de cartes. beaucoup de cartes. Et le problème que j'ai, en fait, c'est, tu vois, c'est typiquement, je parlais du Black Lotus tout à l'heure, donc une carte phare de Magic. Quand je l'ai acheté, c'était en 2015-2016. Le Black Lotus que j'ai acheté, je l'ai acheté à 2000 €. Ça représentait à l'époque, je sais pas, peut-être 10% de mon patrimoine ou quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, en fait, ça représente 20. Donc et pareil, le prix des cartes que j'ai achetées, que j'ai stockées, augmente plus vite que le reste de mon patrimoine. Donc aujourd'hui, je me retrouve face à un problème, et justement, j'hésite justement à consulter des gestionnaires de patrimoine, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur tout le patrimoine que j'ai peut-être 60-70% qui est en carte. Je suis ma boule. Je suis ma boule. Donc non, en fait, les cartes, normalement, c'est ce qu'on appelle un investissement exotique. Il faut que ça reste une partie... À la marge. C'est à la marge. Il faut que ce soit... si vous avez déjà l'épargne de précaution, l'appartement, les actions qui vous rapportent des dividendes, etc., les cartes, c'est en dernier que vous devez faire ça. C'est surtout pas en premier. Et après, vous allez vous retrouver comme moi avec, en fait, une énorme... Enfin, vous êtes riche sur le papier, mais en fait, c'est... Littéralement sur le papier. C'est du papier, ouais. Voilà, exactement. Donc, à mon avis, il faut surtout pas faire ça. Et puis moi, je me retrouve bloqué, en fait, en me disant, à nos côtés, j'ai énormément d'épargne, etc. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un truc qui est... Enfin, c'est liquide, oui et non. Et cette épargne-là, les 200 000, 300 000 € que j'ai en carte, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les avoir en bourse, ou les avoir en cash, ou les avoir en immobilier, par exemple. Là, c'est en carte. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Le jour où je devrais acheter un appartement, etc., je devrais liquider les cartes. Mais par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera dans les cycles du marché. Et je ne sais pas non plus combien de temps ça va prendre à liquider 300 000 € de cartes. Parce que autant il y a des cartes qui sont liquides, autant il y a des cartes qui sont moins liquides. Et j'ai un problème aussi sur ma valeur de capital, et sur ces 300 000 € de cartes, là, par exemple. J'ai des cartes qu'on appelle des cartes misprint. C'est des cartes avec des défauts d'impression. Donc j'ai eu de la chance. À l'époque, j'ai acheté un paquet comme ça de 60 cartes où il y a en fait des défauts dessus. Et ça, c'est extrêmement recherché. Ça vaut extrêmement cher. Mais alors, par contre, c'est vraiment pas liquide. C'est ça qui est con. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, en fait. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est si vous voulez vous marrer et commencer une collection parce que vous aimez ça, allez-y. Mais quelques pourcents, quoi. Pas, voilà. Enfin, voilà, faut que ça reste exotique, faut que ça reste à la marge, ça peut vous faire kiffer. Vous pouvez acheter ça, des montres, du vin, je sais pas quoi, des tableaux. Mais d'abord, sécuriser le réel. Ouais. Je précise que ce que tu viens de dire, c'est ce que je professe à chaque fois. J'appelle ça la pyramide patrimoniale. Ouais. Et les actifs alternatifs, c'est tout en haut. Ouais, exactement. C'est en dernier. C'est le dernier. C'est le petit bonus. Moi, le problème, c'est que ma pyramide, elle est inversée. Elle est un peu comme ça. C'est une pyramide très Pokémon. Je vais écouter ton podcast plus souvent. Voilà, peut-être des trucs à appliquer. Alexandre, je te propose de finir par le chrono finari. Je vais te poser une question, je vais te proposer 2 options et tu vas me dire laquelle tu préfères avec une justification très rapide sur la raison. C'est parti. Pokémon a-t-il l'étoffe d'une franchise éternelle, oui ou non? Oui, 150 milliards depuis sa création, plus que Star Wars. Une carte Pokémon à 5 millions de $, c'est justifié ou c'est juste du délire? Je pense qu'au moment de l'achat, c'était un délire. C'est la carte qui a marqué. C'est que ça a enflammé le marché. C'était du délire. C'est peut-être en phase de justifié. Les cartes Pokémon, c'est une véritable classe d'actifs ou c'est une bulle spéculative? C'est une classe d'actifs. Il y a un peu de spéculation en ce moment, mais c'est une classe d'actifs. Sur le long terme, ça continuera à fonctionner. C'est les nouveaux tableaux. C'est le nouvel art. On peut réussir en investissement en Pokémon sans être passionné, oui ou non? Non, l'investissement va créer la passion et la passion va créer l'investissement. Donc, c'est un peu des réponses à la Suisse que je te fais, mais c'est les deux en fait, ça va ensemble. Marché du scellé, marché secondaire récent ou marché secondaire vintage? Vintage à 100%. Est-ce que les nouvelles éditions tuent la valeur des anciennes, oui ou non? Non, les nouvelles éditions, elles apportent des nouveaux consommateurs, des jeunes, qui viendront compléter la valeur des anciennes. Enfin, augmenter la valeur des anciennes cartes. Conservation à domicile ou via des spécialistes?
Ça dépend. Ça dépend de la valeur. Ouais, ça dépend de la valeur. Non, mais après, voilà, enfin, ça dépend de la carte, ça dépend de la valeur, ça dépend de ce que tu veux en faire. Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Quelle franchise choisir en 2025? Bah, franchement, moi, je suis un de Magic. Ça fait 1 heure que je parle de Pokémon. Non, Magic. Non. Personnellement, moi, je viens de Magic. Après, voilà, les sous-jacents, c'est sur Pokémon. Mais Magic quand même. Merci Alexandre. Merci à toi.